Donc voilà ce que donne ce filtre utilisé de façon globale. On voit que la qualité du filtre n'est pas extraordinaire de façon globale, entre 13h55 et 15h30, je rappelle. Par contre, si on l'utilise exclusivement le vendredi, et là je ne tiens pas compte du signal, c'est vraiment la qualité du filtre seul. Donc comprenez bien que le signal, on l'a, on sait qu'il est valable le vendredi. J'essaie de vous montrer la démarche globale par laquelle on construit en fait des petites niches de trading sur lesquelles on va travailler après, mais la construction technique. Donc le filtre ici est seul, il n'est plus question du signal, on n'examine que le filtre. Après, éventuellement, si les filtres sont corrects, on essaye de les combiner aux signaux. MACD, donc, et vous voyez qu'entre 13h55 et 15h30, encore une fois, le vendredi, eh bien, on se retrouve avec quelque chose qui finalement est globalement moins mauvais que le reste. C'est-à-dire que la façon dont on utilise le MACD, la MACD, pardon, usuellement, pour savoir si on doit être plutôt long, plutôt acheteur ou plutôt vendeur, n'est globalement pas valable, sauf le vendredi après-midi aux heures de statistique, pratiquement. C'est amusant. Qu'est-ce qui vous dirait d'examiner comme filtre, maintenant? Parce que 12-26-9, par exemple, j'ai souvent entendu, ça c'était, si vous voulez, la base de MACD, les valeurs de base, c'est-à-dire qu'on examinait les moyennes mobiles 12, les moyennes mobiles 26, pour créer la MACD avec la différence des deux moyennes mobiles exponentielles. Je rappelle ce que c'est au passage, ce n'est pas juste une courbe qui se balade, et la différence par rapport à la moyenne mobile de l'ensemble. Mais maintenant, et depuis KM d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui est à César, on utilise de préférence les 9-19 avec une moyenne mobile de 6. On me suis dit, est-ce que c'est une évolution correcte ou pas? La réponse est oui. La réponse est oui, la qualité du filtre lui-même est meilleure, vous voyez, sur l'ensemble des périodes. Donc il est meilleur d'utiliser une MACD 9-19-6. Et en particulier, le vendredi, on trouve une régularité qui est assez, presque extraordinaire. Très très correcte le vendredi en tout cas. Alors, je suis gêné parce que j'ai pas de truc où marquer les choses. Donc je vais essayer de les figurer comme ça. Je ne suis pas absolument sûr que tout le monde sache ce qu'est une MACD favorable ou pas. La MACD favorable, c'est quand l'indicateur lui-même est au-dessus de sa moyenne mobile. On est bien d'accord, ça c'est pour l'achat. Et l'indicateur en dessous de sa moyenne mobile, ça c'est pour la vente. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose aussi que les gens utilisent bien en ce moment, ou je ne sais pas, c'est peut-être déjà passé de mode, j'en sais rien, qui est un filtre qui s'appelle le Heikin-Ashi. Heikin-Ashi, c'est une façon de représenter les cours de manière à essayer de filtrer les petits mouvements et de garder les gros mouvements haussiers, les gros mouvements baissiers, sans arrêt passer haussier, baissier, haussier, baissier, sous prétexte que la bougie est verte ou rouge. Donc c'est quelque chose que normalement vous retrouvez à peu près sur tous les logiciels d'analyse technique. Et ici, donc, j'ai examiné, est-ce que ce filtre de direction, qui est vraiment un filtre de direction, qui est vraiment prévu pour, est valable maintenant pour filtrer les signaux, quels que soient les signaux, entre 13h55 et 15h30, et particulièrement le vendredi. La réponse ici est encore oui, Heikin-Ashi, et quand même, de tous ceux que l'on a examinés pour le moment, en tout cas, le filtre le meilleur, le plus performant, disons, celui qui a le moins de périodes défavorables,
et particulièrement le vendredi. Tous ces filtres donc fonctionnent pas mal sur le vendredi, mais sont très irréguliers les autres jours. Alors là, je ne vous ai pas mis la diapositive sur les autres jours sur le Kineshi, ce qui est un petit tort. À titre indicatif et pour éventuellement faire progresser, qu'est-ce que vous utiliseriez comme filtre pour essayer de garder seulement les bons, enfin les signaux qui profitent, et éliminer un maximum de signaux qui ne profitent pas? Pardon? Le RSI? Le RSI avec quel critère? Je ne vous ai pas situé, par contre. Oui, le RSI 14, donc au niveau de longueur de RSI, mais quel critère? C'est-à-dire, je veux bien faire un filtre, mais il faut me dire, si le RSI 14 est, par exemple, au-dessus de 50, alors on considère qu'il ne faut prendre que les signaux haussiers. Ou alors au-dessus, s'il est au-dessus de 70, alors on va prendre tous les signaux baissiers. Mais c'est ça le filtre, hein, en fait, c'est ce qu'il faut examiner. Pardon? 40, 60, et s'il est au-dessus de 60, on va faire tous les... On va peut-être pas le faire en direct alors finalement, mais ça fait partie des choses possibles, donc ce que je ferai, sur le PowerPoint, je vous ferai un filtre de RSI pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. RSI, en RSI 14, vous m'avez dit, et avec... c'est surtout ce qui vous intéresse, ce sont les zones de surachat et survente, c'est ça? Hein? Donc quand on est sur achat, on va chercher plutôt les signaux vendeurs. On est bien d'accord, hein? C'est comme ça que vous l'entendez. Et la cassure, donc, attention, là ce serait un signal. Donc cassure de la ligne des 50 et en dessous, on serait vendeur? C'est ça? On peut le faire aussi, hein, on peut le voir, ça. Hein. Ainsi avec le surachat. Donc ça, je le ferai. Et je vous le mettrai pour que vous vous rendiez compte de si ça fonctionne ou pas. Hein. Donc je vous l'inclurai en plus dans le PowerPoint. RSI en surachat, passage sous et au-dessus de 50. Oui, voilà, surachat, survente. Hein. Oui, oui, les deux. Hein. Bien sûr, sur vente aussi. Alors, a priori, comme ça, est-ce que vous pensez qu'il y a un de ces filtres qui serait plutôt favorable ou pas? Pardon? Oui. Ouais, on peut rester longtemps sur achat, on peut rester longtemps sur vente aussi. Voilà, hein, méfiance. Donc ça dépend ce que vous visez. Ici, ce qu'on vise, c'est plutôt une stratégie de continuation, puisqu'on a un signal. Il faut être très logique, un peu logique en fait, dans sa façon de faire. On a un signal d'extraction, et ce qu'on suppose, c'est qu'on va continuer à monter derrière. Donc si on veut filtrer ce signal par définition va probablement nous mettre le RSI déjà en zone pratiquement de surachat. La tendance en fonction de la pente. Le RSI donne une indication de tendance. Oui, tout à fait. Mais il donne une indication de... En fait, vous connaissez, vous utilisez apparemment beaucoup le RSI, vous avez raison, c'est un indicateur intéressant. Bien que le nom, lui, soit totalement fou. Je ne vois pas pourquoi on l'appelle Relative Strength Index, parce que ça n'a rien à voir avec la force relative, alors rien de rien. Hein. Vous savez tous donc ce qu'est le RSI, puisque vous l'utilisez, sans aller donner la formule. Hein, le RSI vous permet d'examiner, au cours actuel, en moyenne, ce que vous auriez gagné si vous aviez acheté une bougie avant, 2 bougies avant, 3 bougies avant, 4 bougies avant, etc., jusqu'à la 14e bougie. C'est ça, le RSI. C'est un indicateur de gain passé. On est bien d'accord. Ce qui signifie que quand le RSI est en haut, ça veut dire que les cours ont monté.
vous auriez gagné de l'argent si vous aviez acheté avant. C'est ça que veut dire le RSI. Ce n'est pas tout indicateur. Comprenez bien qu'un indicateur, ce n'est pas un petit machin qui va dans tous les sens et qui donne des signaux d'achat ou de vente. C'est quelque chose qui est construit. Il faut savoir ce que c'est pour pouvoir l'interpréter correctement. À mon avis, je peux me tromper, la personne qui a dit un passage au-dessus de 50 en même temps que l'extraction a plus de chances de voir un filtre sur RSI bien fonctionner que la personne qui va chercher uniquement les surachats ou surventes, puisque comme nous sommes sur un signal de départ, on aura très peu de survente. On aura très peu de RSI qui sera rail pâquerette. Oui? En filtre, moyenne mobile 7 et 23. Ouais. J'ai essayé quelques moyennes mobiles, donc, mais pas celle-là. Oui, ce serait peut-être intéressant. Alors, mais dites-moi comment. La 7 supérieure à la 23, favorable à l'achat, et l'inverse, bien sûr, pour la vente. Pardon? L'intersection, c'est-à-dire qu'il faut que cette intersection ait lieu en même temps que le signal. Oui, quand la courte coupe la longue. Il faut qu'elle soit au-dessus au moment du signal. D'accord. Ce qui est assez logique finalement. Ce qui est assez logique finalement, dans la mesure où, pareil, n'oubliez pas qu'on vient d'avoir, on est en squeeze, c'est-à-dire qu'on vient d'avoir une période relativement longue pendant laquelle les cours n'ont pas bougé. Donc, on peut supposer que la moyenne mobile, la 23, est pas forcément plate, mais elle vient à peu près du mouvement antérieur, je dirais. Mais elle n'est pas très très loin quand même. Quant à la moyenne mobile 7, elle est relativement plate. Donc effectivement, s'il y a un brusque décalage à la faveur d'une statistique en particulier, il est fort probable qu'une moyenne mobile courte comme la 7 vienne, pas forcément croiser immédiatement, mais ou immédiatement ou la bougie suivante vienne croiser la moyenne mobile 23. C'est logique. Ceci dit, j'ai peur que le signal ne soit pas un vrai filtre, c'est-à-dire qu'il laisse, en fait, il laisse ouvert beaucoup de signaux. Il n'en enlève pas beaucoup de mauvais. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. C'est pas... le niveau de clôture par rapport à la moyenne mobile 30. C'est-à-dire que si la clôture est au-dessus de la 30, voilà, la même 30, on achète. D'accord. J'ai essayé ça avec des moyennes mobiles un petit peu plus longues, pour rien vous cacher. Oui. Bon, ouais. J'ai essayé avec des moyennes mobiles plus longues pour voir, j'ai pas trouvé quelque chose de stable en fait, de relativement stable. Sur un petit échantillon sur 3 mois, oui, j'arrive à vous trouver un truc fantastique, ça c'est sûr, on arrive toujours sur 3 mois. Par contre, sur 1 an et demi, 2 ans, là ça commence à devenir beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose de régulier. Donc voilà, c'est bien, vous me donnez du boulot. Donc, mais je vous ferai ça lundi si ça ne vous dérange pas. Peut-être pas dimanche ni demain, ou peut-être dimanche, c'est pas le temps qu'il faut pour faire ça, c'est fait. Le plus long, c'est de saisir les écrans. C'est pas de programmer la chose, en fait. Mais bon, personnellement, moi, j'ai pensé à une autre possibilité, qui est l'indicateur le plus vieux de l'analyse technique. Alors, les volumes, j'ai entendu. Est-ce que c'est un indicateur, les volumes, ou pas? Les volumes font plutôt partie des cours, finalement. C'est une donnée des cours, mais ce n'est pas vraiment un indicateur, je trouve, les volumes. Ça fait partie, c'est aussi important, peut-être, que le cours de clôture, d'ouverture, etc. Le momentum, pourquoi pas, ça c'est... Comment il s'appelle? Qui c'est? Oui, pardon?
Carter aussi, qui est sorti sur le momentum. Ouais, ah, il en fait des choses. Hein. Il est pas mal son bouquin, il est pas mal parce qu'il a fait vraiment des essais et je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelques petites choses à en tirer, ce qui n'est pas si courant que ça. Et là, stochastique, ouais. Stochastique par exemple, peut être un filtre intéressant, mais c'est pas le plus vieil indicateur d'analyse technique. Un indicateur qui était utilisé du temps, qui a toujours été utilisé en fait. C'est pas très compliqué. En plus, je vous ai montré la réponse, hein, franchement. Non, la force relative. Vous savez, le truc qui n'a rien à voir avec le Relative Strength Index. La force relative. Qu'est-ce que la force relative? C'est un vieux truc, tellement vieux qu'on se dit, waouh, c'est pas moderne, c'est machin. Et pourtant, c'est tout simplement quelque chose qui vous dit, achetez ce qui monte, vendez ce qui baisse. Achetez ce qui monte, vendez ce qui baisse. Réfléchissez un petit peu, même sur le long terme. Si vous étiez contenté ces 10 dernières années d'acheter les actions qui, dans l'année, qui faisaient des plus hauts de l'année, et au bout d'un an, si elle n'a pas fait de plus haut de l'année, de la vendre, l'action en question, et de la remplacer par une autre qui fait un plus haut de l'année, auriez-vous idée de comment aurait évolué votre portefeuille et votre exposition, si vous avez été uniquement à l'achat? Toutes les grandes périodes haussières, eh bien, les valeurs, et particulièrement les bonnes valeurs, celles qui vont encore monter, celles qui ont du potentiel, celles qui ont des acheteurs derrière, eh bien, ces valeurs ont monté et ont fait des plus hauts de l'année. Jusqu'au moment où les marchés ont plafonné un petit peu, où ils ont senti venir la crise, peut-être. Hein. Ce ne serait pas très étonnant, parce que franchement, tout le monde était au courant que ça allait arriver, les subprimes. Hein. Ça faisait 3 ans qu'on en parlait sur les forums. On n'y croyait presque plus, à force. Eh bien, à ce moment-là, les valeurs, elles ne faisaient plus de plus haut de l'année. Donc, peut-être que vous ne les auriez pas vendues au plus haut, mais elles auraient commencé à descendre un petit peu, probablement moins vite que les valeurs faibles qui, elles, ont chuté. Et vous auriez abandonné vos positions, tout simplement, vous vous seriez retrouvé quasiment liquide pendant les périodes baissières. Même pour le long terme, l'utilisation ultra simple de la force relative vous permet de surperformer les marchés de façon extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'être gérant de fonds pour utiliser ce genre de choses. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais voir un petit peu s'il est possible d'utiliser cet indicateur de force relative sur les marchés pour voir s'il donne une bonne indication, un bon filtrage éventuel. Et je me suis aperçu qu'entre 13h et 55, quelle que soit la journée, finalement, la force relative donnait une indication correcte quant au sens du marché. Et que le vendredi, c'était pas si extraordinaire comme ça, mais ça restait une indication correcte sur le sens des marchés. Alors c'est de cet indicateur que nous parlerons essentiellement demain, parce qu'au passage, depuis que, si vous voulez, je suis arrivé à en faire quelque chose de correct, je vous expliquerai demain comment c'est construit, hein, comment c'est programmé, de manière à ce que vous puissiez, si vous n'avez pas la future station Nano, l'adapter à n'importe quel logiciel. C'est relativement simple, mais il faut bien comprendre comment il fonctionne pour pouvoir en tirer parti, encore une fois. Et pourquoi celui-ci va fonctionner et pas les indicateurs de force relative que vous avez déjà dans vos logiciels. C'est quoi sur quoi? Force relative de quoi sur quoi? Alors ici c'est par rapport au vous allez peut-être rire, mais là c'est par rapport au SP500. Le CAC par rapport au SP500. Si tu prends le SP500 en base, tu fais quoi? Voilà. Non, mais si tu prends le SP, si tu traites le SP500. Oui. Si on tradait le SP500, on verra ça demain. Parce que finalement, c'est ça. L'idée demain, c'est d'aller trader aussi le SP500. Et d'autres indices. Donc, en conclusion de présentation, avant de vous passer, un petit complément et aux questions, méfiez-vous des évidences universelles.
Vous voyez, je pense avoir vu avec vous que ce qu'on dit habituellement n'est pas quelque chose de forcément statistiquement facile à exploiter, en particulier les explosions de squeeze. Comprenez bien la psychologie du moment, l'heure, l'attente de nouvelles et le jour. Pourquoi est-ce que le vendredi est un jour particulier? Eh oui, parce que demain c'est samedi, bien sûr. C'est le temps de repos de la semaine. Et ça, c'est pareil quand vous utilisez les chandeliers japonais, hein, ou l'interprétation des chandeliers. N'oubliez pas que celle-ci a pour principe de base le temps de repos entre chaque période. C'est-à-dire que toute la psychologie repose sur un temps de réflexion entre chaque chandelier. Donc les chandeliers en intraday n'ont absolument pas, les figures de chandeliers n'ont pas du tout la même puissance psychologique que les figures de chandeliers en journalier ou a fortiori en hebdomadaire. Là, il y a un énorme temps de repos du week-end où on réfléchit quand même, avant de reprendre une nouvelle semaine. Alors qu'entre chaque heure, je ne pense pas que tout le monde fasse une pause en disant « Bon, maintenant on va réfléchir, on va bien regarder nos chandeliers, puis après, on prendra notre décision. » Non, le marché continue. Voilà. Donc, pendant que on va discuter éventuellement des questions éventuelles que vous avez, hop, je vais mettre en play. Voilà. Je vais défiler un petit peu de marché de cette semaine en accéléré, pour vous dire que le champ est très très ouvert. On a parlé des resserrements de bande de Bollinger, on a parlé du squeeze, on n'a pas parlé, parce que je l'ai supprimé au dernier moment, parce que ce n'était vraiment pas bon du tout, donc, et puis c'est pas la peine de retaper. Enfin, allez, je n'ai pas parlé d'autres choses qui sont beaucoup plus mauvaises encore. Par contre, pensez bien qu'il y a une simplification, quelque chose de graphique aussi. Un resserrement, qu'est-ce que c'est finalement? Ce sont les cours qui, au départ, étaient larges comme ça, et puis qui deviennent larges comme ça. Je me suis dit, après tout, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser aussi, tout simplement, à une figure graphique, un triangle, un biseau. Hein, quelque chose qui se resserre. Ça aussi, c'est une période qui va vers le calme et dont on attend l'explosion. Donc peut-être qu'au moment où ça se produit, on va peut-être aller un peu plus vite, mais c'est pour vous montrer en fait le principe. À partir du moment où on trace des triangles et on cherche à en exploiter en fait la sortie, eh bien on peut avoir des choses intéressantes sur les statistiques également et le traitement des statistiques. Alors ici, à titre indicatif, c'est un traceur de triangles, donc vous voyez un exemple ici de trait de baissier, donc ici un triangle, ici l'autre partie du triangle, la prolongation, le stop qui va avec, on prend position en clôture de la bougie ou en ouverture de la suivante, on reste une dizaine de bougies, on voit ce que ça donne. Donc c'est ultra simple là. Alors bien sûr, après, ça devient graphiquement bizarre parce que les anciennes lignes peuvent être remplacées par des nouvelles. On ne peut pas afficher 36 fois le même indicateur au même endroit. Donc à chaque fois qu'un triangle est fini, on peut essayer d'en refaire un autre. Mais utiliser les figures graphiques serait peut-être aussi quelque chose d'assez favorable, surtout si les inclinaisons ne sont pas trop fortes. C'est-à-dire en utilisant des inclinaisons relativement faibles pour vos resserrements. Si vous arrivez à tracer ce genre de figure sur une statistique et à travailler l'extraction, il est alors possible d'avoir un pourcentage de réussite qui n'est pas extraordinaire, mais quand ça fonctionne très bien. Et d'avoir, vous voyez, un stop qu'il ne faut pas coller complètement, mais un stop tout à fait logique qui vous permettra de limiter vos pertes, même si ça va dans l'autre sens. Ce qui m'amène à
quelque chose que je devais aborder, mais qu'on n'aura pas forcément complètement le temps d'aborder, qu'il s'agit des stop-loss, où placer le stop-loss quand on a une technique d'intervention. C'est presque, encore une fois, un sujet de conférence. J'étais trop ambitieux, si vous voulez, sur cette conférence. C'est presque, encore une fois, un sujet de conférence en soi. Mais l'idée la plus importante et la moins utilisée, je dirais, c'est que quand vous regardez les résultats sur le passé de vos trades, il faut avoir les indications suivantes. Combien j'ai gagné au final et combien au maximum j'ai perdu pendant ce trade. Le combien j'ai perdu au maximum avant de gagner s'appelle l'excursion adverse. Et c'est cette excursion adverse qui va vous permettre de bien placer les stop-loss. C'est-à-dire que l'on va mettre le stop-loss suffisamment loin, toujours, pour que les cours puissent aller dans le mauvais sens avant d'aller dans le bon sens, pour ne pas être coupés sur les trades qui seront finalement gagnants, alors qu'ils sont passés par une phase perdante. Mais coupés suffisamment tôt pour ne pas subir les grosses pertes. Voilà comment on place idéalement un stop-loss. Ce qui fait qu'un stop-loss n'est jamais placé, collé au point d'entrée. C'est une erreur catastrophique d'un point de vue trading de coller les stop-loss. Est-ce que vous avez des questions spécifiques ? J'ai été clair surtout. Bravo. Oui ? C'est quoi pour vous une grosse perte? Pour moi, à titre personnel ? Pour moi, une grosse perte, c'est 0,5% de mon capital. Voilà, je vous réponds. Pour moi, à titre personnel. Voilà. Ça, c'est une grosse perte. Capital total. Je sais, souvent on vous dit 1%, 2%. Enfin, moi, 0,5%, je considère que c'est déjà dangereux. Mais bon, chacun son truc. Hein. Parce que mon but n'est pas, à titre personnel, de faire 100% dans l'année. 10 ans d'affilée. Il ne faut pas rêver. Mon but est d'avoir une performance à peu près correcte et régulière. C'est-à-dire pas ou peu de périodes où je ne gagne pas d'argent ou j'en perds. En tout cas, ça dure peu de temps, le moins longtemps possible. L'ordre de grandeur. Par rapport à un capital investi, je ne vais pas vous faire rêver si je vous dis ça. Hein. Non, je ne vais pas vous faire rêver, mais suivant les années, ça dépend de la volatilité, ça dépend des tas de choses. Par rapport au capital bloqué, si vous voulez, je ne pas dépasser les 20-25%, et la plupart du temps, c'est plutôt 10-15%. Voire 2004, ou pas beaucoup. 2004, mauvaise année pour moi. Voilà, donc voilà, je ne vous fais pas rêver, je suis désolé. Mais c'est comme ça. C'est comme ça le trading, à mon avis. C'est pas le trading, la bourse, etc. Il ne faut pas rêver. Moi, je me méfie des fonds qui font 40% par an. Je me demande comment, au niveau bancaire, à Chypre, je ne sais pas si vous savez, mais comment est-ce qu'ils peuvent garantir des rentabilités au niveau bancaire de 10% par an? Des comptes rémunérés à 10%? Je ne sais pas comment ils font, moi. Pardon? Ouais. C'est vous qui dites ça. Hein. S'il y a des Russes dans la salle, c'est pas moi. Hein. Non. Oui? Le gros problème, dit monsieur, c'est que c'est en général la gestion du risque sur la gestion du risque et la position des stops qui est vraiment complexe en fait. Et l'évolution des stops aussi.